Bon matin tout le monde. Ce matin, je voulais refaire un petit retour sur le Hogs and Pigs qui a été publié jeudi dernier. La poussière commence à retomber tranquillement, mais il y avait certains éléments importants que je trouvais importants là, qu'on rediscute. C'est pour ça que je parle de lire entre les lignes, parce qu'il y avait certains chiffres que je trouvais un peu discutables. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On va commencer par les moins bonnes nouvelles du rapport, les points négatifs. Premièrement, les inventaires total, ça veut dire le cheptel de truies et les ports commerciaux, est en hausse de plus de 5%. Le marché s'attendait à une hausse autour de 3,5%. Donc, plus de cochons que prévu dans les bâtiments. Est-ce que c'est une surprise? Oui et non. Avec le retard dans les abattages, moi, c'est sûr qu'on s'attendait à un chiffre de croissance. Mais le marché s'attendait pas à un chiffre aussi élevé. Donc, c'est un point négatif. Le deuxième point, bien évidemment, avec les ports qui étaient en attente et qui sont toujours en attente, là, on a un inventaire de ports de 180 livres et plus de 13% en augmentation sur les inventaires du mois de juin de l'an dernier. Le point 3, je voulais attirer votre attention et j'ai mis des points d'interrogation sur les ports de 120 à 180 livres. Les analystes ont dit que c'est parce que ça refoule d'un bâtisse, c'est pour ça qu'on a des inventaires en hausse de 12%. Vous savez, vous comme moi, vous avez des cochons. Quand ça refoule d'un bâtiment, les cochons continuent à pousser. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ceux qui refoulent, c'est des cochons de 180 livres et plus. À moins qu'on livre des porcs en bas de 180 livres. Je pense pas que ce soit le cas aux États-Unis ni ici. Donc, je trouve le chiffre un peu... ça n'a pas nécessairement un lien avec le refoulement des porcs, le 120, 180 livres. Là, parce que les cochons continuent à pousser. Donc, ce que ça veut dire, puis ce qu'il faut... En tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a beaucoup de cochons dans les bâtiments. Ça en vient encore beaucoup. Donc, ça n'a rien à voir avec le refoulement, mais bien des inventaires qui étaient là, présents. Donc, on retombe à peu près dans les eaux où est-ce qu'on était avant que la crise arrive. Si vous vous souvenez, les abattages d'une semaine à l'autre, on roulait à presque à 2,7 millions de cochons là, avant la crise. On roulait à ça là, autour de 10% d'augmentation. Donc, c'est juste la suite de tout ça qui se continue. Pour les ports plus légers, on voit que ça coupe drastiquement. On tombe à 3,4, même les ports de 0,50 livres à moins 0,2%. Encore là, un petit peu bizarre, parce que si on regarde la production de porcelet, pour la période de mars à mai, c'est une augmentation de 1,4%. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait des inventaires qui seraient en baisse à ce moment-là de 0,2% ou stable, quand la croissance du nombre de porcelets produits sur cette période-là était en augmentation? Je crois qu'on va rester dans le vert pour le reste de l'année. Avec les abattages qu'on a eu la semaine dernière, la croissance est de retour là, au niveau de la production de viande, de porc. On était tombé dans le rouge avec la crise, mais on n'a pas rattrapé complètement le retard qu'on avait parce qu'on roulait autour de 5-6% d'augmentation là, avant la crise, mais on vient de repasser dans le vert. Puis là, avec des semaines comme on fait là, les trois dernières semaines, avec des abattages en augmentation proche de 10%, là, entre 7 et 10% d'augmentation, on risque de se retrouver pas mal où est-ce qu'on était avant la crise assez rapidement. L'autre point négatif, les gains de productivité, c'est positif pour les éleveurs américains parce que leur productivité continue d'augmenter, mais évidemment, ça vient gonfler la production. Là, elle est un petit peu moins forte. On tombe à 1,5. Les derniers rapports nous avaient habitués à des augmentations de 3%. Mais c'est quand même un nouveau record, là, à 11 porcelets sevrés là, pour la période qui vient de se terminer, là, c'était un chiffre record. On va voir un peu du côté peut-être un peu plus positif. Les inventaires de trucs qui sont en baisse. Évidemment, avec des inventaires en baisse, on pourrait penser à une production en baisse. Par contre, vous voyez que la réduction du nombre de truies est seulement de 1,3. On vient de parler de gain de productivité qui nous amène à 1,5%. Donc, la productivité pourrait assez facilement annuler l'effet de truie. Donc, on pourrait se ramasser avec une croissance nulle. Ou si on remonte à 3% d'augmentation au niveau de la productivité, on pourrait se retrouver quand même avec une croissance, même si le cheptel est réduit. Les intentions de mise bas, si vous regardez pour la période de juin à novembre, on est autour de moins 5%. Ça veut dire que pour cet été et l'automne, les éleveurs prévoient des mises bas en baisse de 5%.
petit chiffre souvent sous-estimé la réalité. Celui de mars à mai dans le rapport qu'on avait précédent, dans le rapport de mars, il nous disait qu'on allait avoir une baisse des intentions de mise bas. Vous voyez, le chiffre est repassé au vert dans ce rapport-là. J'ai bien l'impression qu'en septembre, en tout cas, ça va être un chiffre à surveiller en septembre, mais que les chiffres vont être révisés plutôt vers le haut. Peut-être encore de la décroissance, mais en tout cas, je reste un peu sceptique à ce niveau-là, parce qu'au mois de mai en passant, selon le modèle de l'Iowa State University, les éleveurs ont dégagé 10$ par tête. Là. Donc, est-ce que c'était, oui, des cochons refoulés, mais il y avait un stimulus à les vendre parce qu'on faisait 10$ la tête. Là. On perdait pas d'argent en plus à les garder. Donc, est-ce qu'il va y avoir une si grosse réduction du cheptel? Ça va être à vérifier dans le prochain rapport de septembre. Et évidemment, avec la baisse, ce serait une bonne nouvelle pour les chiffres de 2021. Si réellement les BISBA baissaient de 5%, ça voudrait dire que les nombres de porcs disponibles pour le début de l'année 2021, ben, ça évidemment à la baisse. Là. Pas d'autant parce qu'on a des gains de productivité, mais peut-être de la moitié là, de ce chiffre-là. Donc, ça reste à surveiller, mais comme je vous dis, je suis très sceptique sur cette valeur-là qui a été annoncée. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce rapport-là? On va passer en mode croissance pour 2020. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on va être en croissance aussi en 2021. Peut-être moins prononcée, mais ou une croissance peut-être plus autour de 1 à 2%, là, versus les 4-5% qu'on était habitués dans les dernières années, mais j'ai un petit feeling de croissance pour 2021. Prochain rapport, moi, le chiffre que je surveille, c'est la réduction du nombre de truies. Est-ce qu'on est parti sur une tendance baissière ou c'était seulement momentané? Si les marges reviennent à la ferme, il risque d'y avoir un regain de... Tant que les marges restent positives pour les éleveurs, ça va être un stimulus pour continuer à produire autant qu'avant. Et la demande, ce rapport-là fait pas état de la demande, mais je pense que le gros facteur là-dedans, c'est la demande. On s'entend qu'on roule sur des productions records depuis 2015. La demande a toujours été au rendez-vous pour écouler, ce qui a permis d'avoir des prix quand même potables. Cette année, ben, la production était vraiment en forte augmentation. Niveau record, la crise de la COVID est venue comme brouiller le radar un peu au niveau de la demande, parce que vous savez que dans une crise économique, la demande de viande est rarement en hausse, donc c'est ce côté-là, puis avec le confinement qu'on a vécu, c'est sûr qu'il y a eu une réduction de la demande là, au niveau des restaurants, l'hôtellerie, les institutions, les écoles étaient fermées, ça a créé une diminution, et surtout sur le marché international, comment l'économie va se relever pour que la demande soit au rendez-vous là, au niveau des exportations, parce que c'est un chiffre qui est de plus en plus important dans le secteur américain, là, des exportations. La Chine est en train de se relever tranquillement. On est en croissance au niveau de son cheptel reproducteur, c'est la croissance depuis le mois de septembre, d'un mois sur l'autre. On roule entre 3 et 4% à chaque mois. La semaine dernière, on parlait d'un vaccin qui avait été testé, qui semblait efficace. Contre la PPA, donc si tout ça mis ensemble, pour arriver qu'en 2021, les Chinois achètent beaucoup, beaucoup moins que ce qu'ils ont acheté depuis le début de l'année. Là. Et même ça pourrait arriver plus vite qu'on pense. Là. Donc ça, c'est un facteur absolument négatif là, pour les prix. Puis je pense que c'est ce que le marché pressent. Vous avez vu le marché à terme, là, il a dégringolé, il se tient très, très, très bas. Donc je pense que le marché a comme pressenti un peu ce qui s'en venait. Puis parlant du marché à terme, on va le voir un peu c'était avec les fermetures de prix de vendredi. On avait une moyenne pour les 12 prochains mois d'août à juillet 2021. Ça nous donnait 164. C'est rien de très, très excitant. Mais ce que je voulais attirer votre attention, c'est sur 2021. Je pense qu'il faut concentrer nos énergies présentement au niveau de la gestion du risque sur 2021. Vous voyez que les prix sont tout près de la moyenne. Puis pour ce qui est de mars-avril, on est déjà en haut de la moyenne, même avec la dégringolade qu'on a eue dans la dernière séance là, de vendredi. Les prix d'été sont tout près de leur moyenne. Donc, c'est à surveiller de très, très, très proche. Si vous n'avez rien fait encore, écoutez la période de mars-avril, priorité numéro 1. Après ça, celle qui va être à surveiller, ça va être les juin-juillet, la période d'été, si les prix peuvent remonter encore un peu, au moins à la moyenne, il va falloir commencer à se protéger tranquillement. Qu'est-ce que ça donne en US? En US, le scénario est un petit peu différent, mais pas tellement. Vous voyez qu'avril, il y a même encore il y a même un volume de 14% que mon modèle indique. Donc, on est vraiment sur la moyenne pour le contrat d'avril. Les contrats d'été, bien évidemment, on est vraiment loin. Là, c'est le taux de change qui vient nous favoriser là, en dollars canadiens, mais quand même, ça va être à surveiller dans les prochains jours, semaines. Là, mais
pour la gestion du risque, la priorité demeure les périodes de 2021 pour l'instant. Puis avec la reprise de la production aux États-Unis, puis on a des grosses semaines de production avec des croissances au-dessus de 10%. Je crois pas que 2020, on ait le potentiel. En tout cas, ça sera à surveiller, mais s'il y a quelque chose, peut-être le mois de décembre, mais ça va prendre un bon rebond là, pour retourner faire des positions sur le mois de décembre. Ça complète pour ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me téléphoner, envoyer un courriel, un texto. Fait que bonne journée, bonne semaine. Merci.